Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Resto Connecté numéro 109. Cette semaine, pas mal d'actu. On va revenir bien sûr sur le combat de Saladin Parnasse qui a eu lieu le week-end dernier. On va parler de différents retours qu'il va y avoir, qui ont été annoncés. Alors annoncés pas par l'UFC officiellement, mais au moins par les combattants et leurs coachs. On va parler de boycott des Russes à l'UFC Maison Blanche, puisque c'est là ça s'officialise de plus en plus. Alors on savait que déjà il y avait déjà du boycott déjà à l'UFC, mais en plus de ça plus strict pour la Maison Blanche. On va parler de pas mal de choses, de peut-être de réajustement potentiel aussi du format de l'UFC, en tout cas souhaité par un des protagonistes de l'organisation. Voilà, il y a pas mal de choses. Avant ça, on commence avec le partenaire du moment, Import Fight. Donc ce site de textiles, vêtements et outils qui vous permettent de faire soit de la boxe, soit du grappling, soit du MMA, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Hit & Move, Primo, Corner ou Pitbull West Coast. Ces marques sont de qualité, sont stylées, donc si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, ça se passe sur Import Fight avec le lien en description et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Bon, on commence. Première actu, le retour sur Parnasse, enfin c'est pas une actu, mais c'est plutôt un retour, puisqu'on n'a pas fait d'épisode vraiment dessus, de Saladin Parnasse qui a combattu contre Marcin Held au KSW 114 samedi dernier. Tu as vu le combat ? Oui. J'ai vu le combat. Autant te dire que bon, on a tout vu sur ce combat. C'est-à-dire, je parle pas du combat à proprement dit, mais sur ce qui entoure ce combat, sur les gens qui ont jugé ce combat, des gens qui sont impressionnés, des gens qui disent qu'on n'a rien vu, des gens qui disent que c'est trop facile, des gens qui disent que il mérite pas, enfin tu vois que c'est encore un adversaire en carton et que ça ne prouve rien pour la suite de sa carrière. Bon, force est de constater quand même qu'il a été ultra dominant du point A au point Z de ce fight. Et dans tous les domaines. Comment ? Et dans tous les domaines. C'est-à-dire que même au sol où c'était censé être un test, son adversaire, il n'y a pas eu match. Tout était précis, les placements étaient bons. Enfin, c'était un match mené de A à Z par Salah. Ouais, je suis d'accord. Si tu reprends les faits marquants, donc déjà il commence avec un high kick sauté presque, enfin high kick sauté. En tout cas, il donne beaucoup sur cet high kick dès le début du fight. La première tentative d'amener au sol, ce qui montre qu'il n'a pas peur d'aller au sol avec lui, c'est Salah qui la tente. Bon, alors il y a eu le risque sur la guillotine, un risque qui n'en est pas un parce qu'il est resté très droit, il a bien poussé les hanches, et ce qui a fait que Marcin Held n'a jamais pu le replier sur lui-même pour lui mettre la guillotine. Sinon, dès le début, tu vois qu'en boxe, il y a une classe d'écart. Son premier jab cross décalage, où il vient, enfin, tu sais, il passe à côté de lui, mais c'est rapide. T'as l'impression d'être dans un manga. Tu sais, t'as l'impression qu'il s'est téléporté à côté de Marcin Held. Ce qui fait que Held, il est déjà dans le vent. En fait, dès le début, tu comprends qu'en striking, il sera dans le vent. Même si Held accroche, effectivement, il a essayé de tirer la garde pour essayer d'avoir ses phases au sol qui ont été gérées, comme tu l'as dit, de main de maître par Salah, puisqu'il y avait un risque. Alors, je peux entendre ce qu'on veut, mais par contre, tu sentais que s'il faisait une erreur de placement, Saladin, il se serait retrouvé dans un bourbier parce que il cherchait que ça, justement, Held, c'était de l'absorber pour ensuite rentrer dans les jambes. Salah, il a bien mis les hanches bien basses, il a bien contrôlé la ligne de tête. Franchement, il a fait tout ce qu'il fallait pour le stopper. Et en plus de ça, en prenant quand même le risque de mettre en place du grand end-pound, parce qu'il aurait très bien pu, le caler au sol. Ouais, c'est ça. Il s'est pas contenté de juste bloquer. C'est non seulement il a annihilé les attaques adverses, mais en plus il a fait du dégât. C'est ça, exactement. Et même quand Marcin Held a essayé de se relever en dogfight, eh ben tu te rends compte que qu'est-ce qu'il a fait ? Il est arrivé, il s'est relevé avec lui, il a retiré sa jambe, il est revenu face. Aucun problème pour gérer la partie lutte, même sur la tentative de takedown de Held, où il nous a fait une Topuria. En fait, tu te souviens de Topuria qui avait fait ça contre qui ? Contre Bryce Mitchell, je crois. Où Held essaie de l'amener au sol, il met le bras sous l'aisselle et voilà, c'est lui qui c'est ça. qui le bascule pour l'amener au sol directement. Donc
magnifique. Et puis après, derrière, on voit l'apport de la boxe anglaise qu'il a eu pour le travail du camp qu'il a fait pour son combat en boxe anglaise, sur même sa boxe en MMA. Beaucoup plus dur sur les frappes, rapide, beaucoup plus dur sur les frappes au corps, parce que c'est les frappes au corps qui commencent le déclin du combat, en tout cas qui amène le finish. Franchement, parfait. Non, on peut noter. Alors, en fait, il y a toujours cette question de que valent les adversaires qu'on lui oppose. Et ça, finalement, en tant qu'il sera pas contre des gros noms, ce sera difficile de jauger ça. Par contre, ce qu'on peut jauger, c'est la progression qu'on voit dans la cage. Et force est de constater qu'il y a encore de la progression chez Saladin. Tu vois, tu le disais au niveau des frappes, au niveau de l'anglaise. Tu vois, le camp qu'il a fait pour son combat en boxe anglaise, tu vois une différence. Et tu vois qu'en plus, c'est quelque chose qui sert son MMA. Tu vois, il n'est pas focus que sur l'anglaise comme certains ont fait une transition et qui reviennent que en mode anglaise. Tu vois qu'il l'utilise très bien. Il y a aussi ce côté physique, je le trouve de plus en plus puissant. En fait, le fait qu'il s'installe chez les 70 durablement, parce qu'il oscillait entre 66 et 70. Là, je pense que la descente à 66, elle est quasi impossible maintenant. Je pense qu'il va s'installer vraiment chez les 70. Et tu sens qu'il prend encore du physique. Non, ça devient finalement hors UFC. Je vois pas bien qui tu peux lui opposer pour qu'il y ait match. Je suis d'accord, parce que tu sais, Eld, c'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience. 42 combats à son actif, il a combattu au Bellator, à l'UFC, au PFL, au KSW, il a combattu contre des mecs comme Patricky Fréré, comme Diego Sanchez, contre Joe Lawson, contre Nasrat Akparatz, contre Olivier Aubin-Mercier. Enfin, tu vois, c'est des noms qu'on connaît, c'est pas des... Alors, peut-être à différents niveaux de leur carrière, mais c'est quand même quelqu'un qui a vu pas mal de profils, des gens différents et à différents niveaux. Il a combattu partout. Quand t'as un mec comme ça qui dit putain il est trop rapide, dynamique, ses coups ne sont pas faibles et ce sont des coups de marteau, et que tu le vois qu'il est assis dans son coin, tu sens qu'il a pas vu le jour, et tu vois déjà dans le round 2, c'est ouf, dans ses yeux, que le mec il est perdu, il a jamais connu ça. C'est ouf. Alors oui, je suis d'accord, ok, c'est pour ça que moi je veux pas rentrer dans le débat de est-ce qu'il a une place dans le top 15, dans le top 10, dans le top 5 de champion de l'UFC ou pas. Ça, encore une fois, on aura la réponse que quand il y sera. C'est pour ça. Il n'y a pas de débat, en fait. On fait des débats pour faire des podcasts, mais par contre, il n'y a pas de débat à avoir. Tant que tu ne le verras pas dans une cage à ce niveau-là, tu sais pas comment il va supporter la pression, tu sais pas, il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs qui font que, voilà. Mais par contre, quand je vois son travail, sa vitesse d'exécution, sa précision dans les frappes, le fait qu'il déborde ses adversaires à ce point-là, et de plus en plus, et que je regarde l'UFC, en soi, je parle pour 95% des combats que je vois à l'UFC, et même au plus haut niveau et dans sa catégorie, il y a peu de combattants qui font cette impression-là. Ouais. Tu sais, de vitesse, de décalage, de précision, de force. Je vois pas souvent ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis de mémoire, je crois que c'est du jamais vu, un combattant de ce niveau-là comme Eld qui dit à l'interround, en gros, qui avoue que c'est fini, quoi. Parce que c'est ça, hein. À partir du moment où il sort cette déclaration, il sort complètement de son combat. Il sait que c'est mort. En fait, c'est un aveu de faiblesse complet. C'est je peux rien faire. Voilà, je préviens mon coin. C'est foutu. En gros, c'est ça, hein. Moi, j'entends mon combattant qui me dit ça. Tiendra pas en round de plus. Bah oui, mais c'est sûr. Non, c'est chaud. C'est chaud comme tu l'as dit, c'est comme quelqu'un d'ultra expérimenté qui a connu pas mal de choses. Pour qu'il en vienne à fin de première round dire ça, c'est que lui-même, il a compris que ça y est, c'est mort. Ça frappe trop fort. Mais ça fait vraiment aveu de quelqu'un qui n'a jamais connu ça dans une cage. Ouais. Non, c'est pour ça. Parce qu'après, on peut me dire, parce que j'écoutais Mandal, tu vois, j'en ai parlé avec Julien. Bon, après, je trouve que Big John et il faudrait que j'en parle d'ailleurs avec Big John, mais et Hannes, je sais pas si t'as écouté, mais ils ont été. Après, j'ai pas écouté sur les autres plateaux plus que ça jusqu'à maintenant, mais je les ai trouvés ultra durs avec Saladin Parnasse en minimisant complètement qui était Eld. Alors certes, effectivement, c'est pas l'élite du mondial du MMA, mais en disant oui, il est vieux, 43 ans tu sais, il a 33 ans, mais 43 ans d'âge de cage et tout ça, Fight Matrix, ok, y a pas de souci. Je veux bien entendre que c'est pas le mec le plus fort qu'on puisse lui apposer, même si c'est un des plus forts qu'il a affronté jusqu'à maintenant. Mais
force est de constater quand même que quoi qu'il arrive, il y a un truc que tu peux pas lui retirer, c'est son expérience. C'est tout. Enfin, tu vois, même s'il a pas duré à l'UFC, même s'il a pas duré au Bellator, même s'il a pas duré au PFL, même si, tu vois, bon, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du vécu. C'est-à-dire que quand lui, il te dit quelque chose, c'est pas genre le mec qui vient de débarquer dans le circuit MMA et qui dit oh, j'ai jamais connu ça de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui combat depuis 10 piges, qui te dit j'ai jamais connu ça de ma vie, qui a fait 42 combats, qui dit j'ai jamais connu ça de ma vie, alors qu'il a affronté, comme je te dis, des Diego Sanchez, des Lozon, des Axparat, des Aubin Mercier, des Patricky Fréré, tu vois. Ouais. Non, c'est très fort. Okay, je te parle des victoires comme défaites, hein. Tu vois, victoire comme défaite, il a jamais dit ça de sa vie. Ouais, bien sûr. Non, c'est fort. C'est fort et le truc c'est que c'était le dernier test entre guillemets qu'on pouvait lui opposer au KSW. Il y a plus personne. Là pour le coup, il y a vraiment plus personne hormis une revanche. Et est-ce que c'est une bonne option de faire cette revanche en 77 contre Bartos? Il y a plus de matchs intéressants pour Saladin. Bah, soit redescendre en 66 pour prouver qu'il est encore capable d'y aller. Oh, quel intérêt. C'est dire à l'UFC, non mais dire à l'UFC, voilà, je peux rentrer dans une caté ou l'autre, tu vois. Plutôt dans le cadre d'une négociation, de dire que voilà, je peux être pris soit dans une caté, soit dans l'autre. Non, même parce si, que à mon sens, à l'UFC vaut mieux 70 c'est sa caté. Vaut mieux qu'il aille en 70 en plus. Au vu des profils, je préfère les 70 qui sont vieillissants. Alors t'as le champion qui est jeune, mais sinon l'ensemble du top 10 c'est quand même vieillissant. Je pense qu'il y a plus de place pour lui là. Qu'en 66, les profils, c'est relou. Ouais. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. En sachant qu'il s'est blessé en plus à la main. Il a frappé un peu fort à un moment, mais rien de grave de ce qu'il dit. Rien qui l'empêchera de retourner à l'entraînement assez rapidement. Bah ça va aussi avec le fait de frapper plus fort. Hein. Plus tu frappes fort et plus tu risques de te fracturer la main. Bon, en soi, voilà, même s'il frappe bien, mais bon, quand même, quoi. En tout cas, son dernier combat, je sais pas enfin, contre qui ça sera, mais ça sera, il vise le mois de mai, et ça sera le dernier combat au contrat, pour le coup. Pour ensuite voir sur quoi il pourra négocier, quel levier il pourra actionner en termes de négociation, et donc voilà. Donc, peut-être une suite à l'UFC, oui, tout à fait. C'est là qu'il souhaite aller, ça se ressent. Là aujourd'hui, on sent qu'il est prêt à y aller. Donc pourquoi pas. De toute façon, je pense que le public peut lui pardonner de rester au KSW, entre guillemets, une partie du public, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront durs avec lui. Mais pas d'aller ailleurs. Je pense pas que le public d'aller au PFL ou autre. Ouais, lui pardonne d'aller dans une autre organisation que l'UFC. Ouais, parce que finalement, on sait que actuellement, je pense que ce qui lui propose le plus d'argent, c'est le KSW. Donc si tu choisis le côté financier, ce qui est compréhensible, tu restes au KSW et puis voilà. Mais si on veut du défi, c'est vrai que c'est l'UFC. De toute façon, tu l'as dit déjà la dernière fois, on sait que ça là, c'est un ultra compétiteur. Le vrai test ultime, il est là-bas maintenant. Ça y est, il faut y aller. Je pense vraiment qu'il faut y aller parce qu'il est en train de gâcher son talent. Ouais. Et il y aura toujours cette question s'il y va pas de qu'est-ce qu'il aurait pu faire là-bas. Ouais, et puis moi je pense aussi, alors même si pour moi la temporalité elle est parfaite, hein, tu vois, d'y aller trop tôt c'est pas forcément une bonne chose. Tu sais, on reproche à Salah ce qu'on n'a pas reproché à Tom Duquesnoy à l'époque, parce que je réécoutais une des dernières interviews de Tom Duquesnoy et je le savais parce que voilà j'étais comme je te dis avec l'équipe de France et tout ça, je l'ai connu avant qu'il aille à l'UFC. Pas lui, enfin je l'ai connu personnellement, mais j'étais pas voilà en contact avec lui, mais plus avec David Baron. Donc on suivait déjà sa carrière à ce niveau-là. C'est quelqu'un à qui on a proposé l'UFC très tôt et qui a fait le choix d'y rentrer plus tard, de prendre une certaine maturité pour rentrer à l'UFC plus tard. Et il l'a redit en interview là récemment. Et je pense que c'est pareil pour Salah. Gros talent, mais peut-être un talent qui aurait été gâché s'il était rentré trop tôt à l'UFC. Aujourd'hui, il approche de la trentaine. On sait que la trentaine, c'est le prime d'un combattant MMA, à peu près. Parce que t'es abouti physiquement, t'es abouti techniquement. Donc, en tout cas, autant que tu puisses l'être à 30 ans, puisque tu peux encore progresser. En fait, le truc, c'est que t'es à la croisée des chemins. C'est t'as ton physique et t'as ta technique. Après, tu vas pouvoir peut-être encore progresser techniquement, mais t'auras le déclin du physique à un moment. Donc, là, c'est le bon moment pour y aller.
Et donc la temporalité, elle est bonne. Tu vois, elle est bonne pour y aller maintenant. Tu vois, mais par contre, je pense que plus il va attendre, et plus par contre, on sera dans l'autre sens. Tu sais, on va inverser le sablier, et je pense que plus on va attendre, et plus il aura des doutes, et plus ça sera compliqué, et plus il risque de contre-performer. Tu vois, aussi. Ouais, ouais, ouais. Et puis il est relativement clean en termes de santé, ça là. C'est-à-dire que de mémoire, c'est pas un mec qui a fait énormément de guerre. Tu vois, il a quand même un style où il prend relativement peu de frappes. Après, à voir à l'entraînement. À l'entraînement, il s'entraîne dur. Mais en tout cas, en combat, il prend pas énormément de frappes. De mémoire, en tout cas, d'infos qu'on a pu avoir officielles, il a pas eu de blessures dans sa carrière. En tout cas, de grosses blessures qui traînent. Non, il est vraiment, je pense que là, il est à son prime. Comme tu l'as dit, il est vraiment à son prime et c'est vraiment le meilleur moment pour rentrer. Ouais. Donc, à voir. En tout cas, voilà, le mois de mai, ça va arriver vite. Et après, on aura vite, je pense, des infos. Je pense que le fait de cibler le mois de mai, c'est aussi pour pouvoir se préparer correctement pour un éventuel UFC Paris en septembre. Tu vois, donc ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour un UFC, Soit ça, pour une entrée à l'UFC pour lui. soit aussi le fait d'avoir le temps de refaire un combat en anglaise. Je pense que ça lui tient à cœur de faire un combat en anglaise. Et on sait que s'il signe à l'UFC, il y aura pas de combat en anglaise. Donc peut-être en caler un, tu sais, entre mai et septembre, si jamais tu fais une entrée à l'UFC Paris, t'as le temps de faire un combat en anglaise. Ouais, t'as 4 mois. T'as 4 Ça mois, se fait, ouais. hein. 2 mois, 2 mois? Ça se fait. 2 mois. Ça se fait. Bref. Avant de parler d'un Salah qui rentrera à l'UFC, on va parler d'un Dricus du Plessis qui parle de son retour, justement, à l'UFC. Je pense, alors c'est marrant parce que je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps qu'on l'avait pas vu. Et quand j'ai regardé, parce que je me suis dit, attends, ça fait quoi depuis, c'est quand qu'il a affronté Shimaev? J'avais l'impression de ne pas l'avoir vu depuis super longtemps. En fait, c'était août 2025. Mhm. C'est pas si vieux que ça, en Non, fait. non. Tu sais, il a dû se passer beaucoup de choses dans nos vies parce que j'avais vraiment l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps que ça que je l'avais pas vu dans la cage. Ouais, ça fait quoi, 7 mois? 6 mois? Bah, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 5 mois. Ouais, c'est vrai, ouais. Même moi, j'ai l'impression que c'était il y a au moins un an. Mais c'est ça. C'est fou quand même. Mhm. Bon, en tout cas, voilà. Il annonce revenir. Donc, alors déjà, il revient déjà sur. Avant de parler de qui il cible, il reparle du combat qui s'est passé contre Shimaev en étant un peu plus à froid entre guillemets. Il explique, il dit, il m'a presque neutralisé. J'aime bien Presque. il m'a presque. Presque. Il t'a neutralisé. C'est pas les 30 secondes où que t'as passé debout qui fait que, bon, bref. Mais bon. Il m'a presque neutralisé lors de notre combat. C'est frustrant. Ce sont des obstacles comme ceux-là qui me rendent meilleur. Maintenant, je connais une petite pièce du puzzle sur laquelle je dois travailler et croyez-moi, lors de ma prochaine performance, vous me verrez la maîtriser parfaitement. Alors que la pièce du puzzle, c'est de sortir du crucifix peut-être. Son coach, quant à lui, dit l'entraîneur, non, n'importe quoi. J'étais en train de lire l'article et pas la déclaration. Bref, c'est Morne Visser, je sais pas comment on doit lire son nom. Visser. Euh, nous n'étions pas préparés à affronter un gars qui ne voulait pas combattre, parce qu'en réalité, il ne voulait pas combattre. Si on avait su qu'il allait faire ça, j'aurais changé la base de Dricus. Pas de coups, pas de kick, seulement de la lutte. Dricus est assez bon pour cela. Quand il le maintenait au sol, Shimaev ne cherchait pas à échanger. Godard aurait dû relever le combat plusieurs fois. On a énormément appris. Cette fois, il va se faire dominer. Il n'a aucune chance contre Dricus debout, aucune chance dans le clinch. Sa seule option, c'est de le maintenir au sol. C'est précisément ce qu'on va corriger. Moi, ça me rassure pas, hein, cette Euh, déclaration. Hein. Ça me rassure pas du tout. Hein. Franchement. alors je sais pas, ça dépend comment tu l'apprends. Ah. Si tu l'apprends dans le sens on va lutter et on va réussir à lutter Shimaev, ça me rassure pas. Si tu la prends dans le sens, on a compris qu'il voulait nous bloquer et que sa manière de nous bloquer c'était ça. Tu sais, en fait finalement c'était crucifix ou ceinture arrière et tout ça. Et on travaille spécifiquement comment se sortir de ces bourbiers-là pour revenir debout. Si ça arrive au sol, tu vois, tu te dis bon, ok. En fait, t'es surpris la première fois sur les armes qui ont été mises en place par Shimaev
Parce que ce crucifix, finalement, c'est pas une arme qu'il a utilisée plus que ça dans sa carrière, jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'était une des premières fois qu'on le voyait utiliser ce crucifix. C'est ça. Donc si on part de ce postulat-là et qu'on se dit, voilà, il a ces armes-là, on en prend note, parce que tu vois, Dricus qui dit, j'ai une pièce du puzzle juste à changer ou à travailler, et puis après, ça ira mieux. Tu te dis, écoute, pourquoi pas? Parce que sortir du crucifix, en soi, c'est pas non plus, c'est pas impossible. C'est possible de sortir. Là où je suis d'accord, c'est que si ça reste debout, par contre, on l'a vu en 30 secondes qu'il y avait pas match entre lui et Shimaev. Donc il a intérêt à rester à l'amener au sol. Maintenant, c'est voilà, comment il arrive à faire en sorte de se relever. Tu vois, c'est vraiment ça, et comment il arrive à faire en sorte de sortir des positions de contrôle. Maintenant, il y a la théorie, puis il y a la réalité. Ah, moi, j'y crois pas du tout. Quand tu vois la facilité avec laquelle il le fait tomber, il y avait même pas de résistance, en fait. C'était beaucoup trop simple. C'était beaucoup trop simple. C'est-à-dire que peut-être que ce qu'il va mettre en place lui permettra de sortir du crucifix. Et encore, sortir du crucifix ne veut pas dire se relever. C'est-à-dire, il sortira de cette position, mais il y en aura une autre derrière. Puis de toute façon, il se fera ramener au sol. Et il pourra pas combler ce déficit technique même en toute une vie, je pense. Là, il y avait vraiment un monde d'écart. Alors oui, il a toujours le cardio, ça on le sait, on l'a vu, hein, de toute façon, dans le dernier round, c'est là où il revient fort parce que Shimaev commence à fatiguer, tu le sens. Donc il y aura toujours cet avantage où il pourra être dangereux sur des explosions, il frappe très fort, d'accord, mais je vois pas vraiment le combat différemment que le premier. Hein. J'ai du mal à le voir différent. Ouais, sauf s'il y a un changement de paradigme niveau arbitrage et tout ça, niveau de l'UFC, avec les arbitres qui relèvent si ça dure trop longtemps au sol. Si l'UFC dit qu'ils ne veulent plus de lutteurs qui bloquent, parce que c'est au détriment du spectacle, ça veut dire que potentiellement il peut y avoir des consignes aussi pour relever le fight plus vite. Ouais, je suis d'accord. Attends, par contre, juste un point là que je pense. Déjà, qu'est-ce qui lui fait dire que il va affronter Shimaev? Ah non, il va pas l'affronter tout de suite, mais s'il se réaffronte. Ah. À la condition que Shimaev... Oui, bien sûr. Parce que pour son retour, justement, c'est une belle passe D. Il vise pas Shimaev pour son retour. Il vise soit Brendan Allen, soit Nassourdine Imavov. Avec une préférence pour Brendan Allen. Parce que je pense qu'il a conscience que de toute façon, Nassourdine, il est déjà trop haut. Enfin, en tout cas, il est aux portes du titre. Donc, le combat lui sera pas accordé. Mais aussi parce que je pense que il a conscience aussi peut-être que le combat contre Brendan Allen est peut-être un peu plus facile pour revenir. Il est plus facile. Donc il dit je pense que le plan pour nous serait de combattre en avril, donc retour en avril. Et attention parce qu'en avril ne te découvre pas d'un fil. Soit contre Brendan Allen, soit contre Imavov. Donc il dit si c'est Allen, il va vivre un sale moment dans un combat en 3 rounds contre Dricus. Alors ça c'est pas lui qui le dit, hein, c'est le coach toujours qui parle. Il va lui arracher la tête. Il ne comprend pas tout. Il ne comprend pas tout, simplement pas. Alors, il ne comprend pas tout. Il ne comprend. Toi non plus, tu comprends pas tout, je crois. Bref. Par contre, les amis, j'ai pas dormi de la nuit. C'est vrai que je suis fatigué. Je crois que c'est pour ça qu'on a refait l'intro tout à l'heure, parce que vous le savez pas, mais on a refait l'intro parce que j'ai des problèmes de cervical de ouf. Je dors pas et c'est compliqué là. Ça se voit dans mes yeux qui sont pas très ouverts. On dirait les yeux de Rolly. Petits yeux fermés. Ça fait combien d'années que Dricus n'a pas combattu en 3 rounds? Point d'interrogation. Donc ouais. Effectivement, je pense qu'un Dricus full blast, c'est qui donne tout dans 3 rounds. Tu sais, il y a des combattants qui ont besoin de combattre en 5. Lui, je pense que 3 ou 5, ça pose pas de problème. Mais en 3, je pense qu'il se lâche, il ouvre toutes les vannes et il peut submerger facilement un adversaire. Oui, d'autant plus que hormis Shimaev, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre le maintenir au sol. J'ai quand même beaucoup de mal à voir ça. Après, techniquement, c'est possible. Ouais. Hein. Techniquement, tu vas avoir un des Raiders, je pense, qui est meilleur au sol. Ah, quoique Allen, c'est fort aussi. Hein. Allen, c'est fort au sol. Ouais. Allen, c'est fort aussi. Mais bon, c'est fort au sol, mais à la fois, on a vu que c'est pas le top élite, tu vois. Ouais. Oh non, mais de toute façon, je le mets favori contre tout le monde quasiment, Dricus. Hormis Nassourdine. Je dois avouer que l'évolution que j'ai vue de Nassourdine, autant avant j'avais peur qu'ils s'affrontent tous les deux, je pensais que ça allait être un bourbier.
autant je pense qu'il l'éteint. Je pense qu'il le finit debout. Ouais. Oui, parce que je pense que même sa boxe atypique, je pense que ça lui poserait pas de problème outre mesure. Non, moi, pour un retour de Dricus, moi, tu vois, je verrais plus un Caio Borraio. J'aimerais bien ce fight. Ouais. Ouais, ça a du sens. Parce qu'il est encore bien classé, Dricus. Il doit être encore premier ou deuxième. Non, premier, c'est Nassour. Il doit être deuxième, Dricus. Attends, Donc ouais, non, ça a du sens. En tout cas, moi, le combat que je souhaite, j'espère qu'on le reverra pas, c'est contre Strickland. Tu vois. Oui, ça, on est totalement aligné là-dessus. De toute façon, ouais, dans tous les cas, là, c'est vrai que tous les noms qu'on a cités, c'est quand même des mecs solides. Hein. Il n'y a pas de retour facile là dans cette KT. C'est pas mal renouvelé cette KT quand même. Hein. Dricus, il est premier. Il est toujours premier en fait. Ah, il est toujours premier, bah oui. Il est toujours premier. Brendan Allen, il est 5. Ah oui, Caio Borraio, il est 7. Oui, je comprends pourquoi je choisis Brendan Allen. Ouais. Ouais, je comprends. Si on suit la logique des classements, je comprends pourquoi. Ouais, non, c'est pas mal, Brendan Allen. Ouais. Donc bon, écoute, pardon. On va voir ce que ça va donner. Un autre qui vise avril, je te jure, c'est le mois des retours, qui vise un retour en avril, entre avril et juin. Hein, on sait pas trop. C'est Ilia Topuria. Donc on sait qu'il a eu des problèmes judiciaires avec sa femme, qui visiblement se sont réglés plus rapidement que prévu. Et donc, bah, je pense qu'il veut revenir au plus vite. Donc déjà, alors attends, avant de rentrer sur le débat. Mea culpa. Petite correction. Ouais. Mea culpa. Ouais, parce que le combat de Pimblet Geiji, je sais pas pourquoi on avait vu comme quoi il était passé, mais même toi aussi t'avais vu. Oui, j'avais vu, mais parce que pendant un moment ça parlait vraiment de retirer la ceinture à Topuria. Je crois que c'est même lui qui avait dit. On en avait parlé dans l'actu. C'est lui qui la donnait. Voilà, on en avait parlé dans l'actu. Ouais, c'est ça. Mais on avait même dit à cette époque-là que ça passait en titre incontesté parce que il y avait même des gens de l'UFC qui avaient parlé que ça passait en titre incontesté. Ouais. Mais je pense que l'actualité de Topuria a dû faire que finalement ils ont pas dû faire ça, ils ont dû le laisser en titre intérimaire. Puisque justement, vu que ça devait être un périple judiciaire long, eh bien oui, il y avait cette histoire-là, mais bon, effectivement, ils ont dû faire une rétropédalage. Effectivement, sur le site de l'UFC, c'est bien marqué comme quoi c'est un titre intérimaire. Donc mea culpa, on fait des erreurs peut-être, mais il faut savoir les corriger assurément. Et pour le coup, bon, après c'est pas très grave hein, en soi. Enfin, c'est pas très grave. Si, ça a une incidence sur l'histoire de l'UFC. Mais que ça soit pour un titre intérimaire ou que ça soit pour un titre incontesté, de toute façon, ce qu'on a dit sur le fait que c'était pas forcément les deux personnes les plus impliquées, adaptées à ce titre-là, ça change pas. Bref, maintenant qu'on a fait ce mea culpa, donc il annonce un retour entre avril et juin. Il annonce déjà de base que le KO 2026 sera aussi pour lui, puisque le KO 2025 c'était lui. Donc il annonce le KO 2026 qui sera aussi pour lui. Et c'est dans un échange dans conversation, enfin tu sais en commentaire sur un réseau social qui tisse son retour. T'as un mec qui lui demande, alors je vais faire une traduction en direct. Salut, quand est-ce que tu reviens et contre qui tu penses combattre? Alors il a dit avril-juin, c'est normalement avril-mai, avril-juin. Et il y en a un qui lui dit, une autre personne qui lui dit Arman, avec un point d'interrogation, il dit le gagnant entre Paddy et Justin. Logique. Donc c'est logique pour nous, mais à la fois Dana White laisse des portes ouvertes, puisqu'il dit il faut d'abord voir, parce qu'on parle de la suite justement pour tout le monde, pour la KT, surtout avec Islam, tu sais, entre Topuria et Islam. Donc il dit il faut d'abord voir comment certaines choses vont évoluer, il faut qu'on sache quand Topuria fera son retour et ce qu'il veut faire. Dans un monde idéal, il affrontera l'un des deux combattants qui se disputent la ceinture en ce moment, donc Paddy et Geiji, et Chimaev, et après il dit Chimaev quand reviendra-t-il, il a encore beaucoup d'éléments à éclaircir. Avant que je puisse décider qui affrontera qui. Bon, ça c'est une autre partie de la décla, mais qui concerne plutôt comment Chimaev et s'il monte ou s'il reste dans sa KT. Mais en tout cas pour Topuria, même s'il dit que dans un monde idéal il faut qu'il affronte le vainqueur de la ceinture intérimaire,
il laisse quand même la chance, enfin la possibilité à Topuria de dire ce qu'il souhaite lui. Et ça, c'est rare. C'est rare que Dana White laisse ces opportunités là. Ouais, c'est rare, c'est vrai. Oh. Maintenant, je pense quand même que c'est ce qu'il veut. Hein. Il veut réunifier les ceintures, reprendre la ceinture légitimement, et puis après, tu vois ce que tu fais derrière. Ouais. Alors, Oui. j'aime pas cette idée comme on avait eu en lourd où finalement t'as deux championnats. Tu sais, dans la même caté, t'as deux championnats différents. T'as le mec qui a la ceinture intérimaire, t'as le mec qui a la vraie ceinture, et ils se croisent pas. Comme il y avait eu avec Jones et Aspinall. Tu vois, c'est ridicule. Cette situation est ridicule. Il faut pas revivre ça. Là, il revient, il reprend sa ceinture. En plus, les deux combats sont vendeurs, hein, parce que si c'est Justin Gage, ça reste intéressant, notamment pour les Américains. Tu vois, un Américain qui combat pour la ceinture contre Topuria. Si c'est pas dit avec le clash qu'il y a entre eux, bah c'est voilà, le storytelling, il est tout fait. Donc non, il faut faire ce combat. Et puis Oui, non, je suis d'accord. sur le papier, il faut dire la vérité, Topuria est quand même ultra favori contre l'un et l'autre. Donc tu minimises les risques de gâcher un potentiel fight contre un chef par exemple. Donc non, ils vont faire ce fight, je pense. Puis juin, ça colle Oui, avec non, la non, je Maison suis Blanche. d'accord. Je suis d'accord, même si, là, on n'est pas sur, on n'aura pas, enfin, tu vois, la différence avec les poids lourds, c'est qu'on avait un John Jones qui affrontait un Miocic dans la même KT. Là, pour le coup, c'est pas comme s'il revenait et qu'il affrontait, par exemple, Arman ou Max Holloway. Tu vois, là, c'est qu'il irait chercher une ceinture au-dessus, donc ce serait pas tout à fait la même situation, pour le coup. Ça serait plus une ceinture qui potentiellement pourrait, il y aurait pas deux titres parallèles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, si Miocic il avait gagné contre John Jones, là il y avait un problème. Là, quoi qu'il arrive, il y a un titre intérimaire qui peut peut-être être défendu, mais il y a pas de circuit parallèle. Tu vois, c'est pas deux ceintures en parallèle dans la même KT. Ouais, je vois. Donc c'est un tout petit peu différent comme situation. Mais oui, la logique veut que, et puis effectivement le combat est vendeur. Donc voilà. Après c'est sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il monte? Alors, trois choses. Soit il monte, il affronte Islam. Soit ils acceptent de donner un billet de fou à Islam pour qu'il descende parce qu'il a dit que de toute façon, si sans une somme nécessairement suffisante, il ne descendrait pas. Soit ils créent une KT intermédiaire et ils font la première ceinture entre les deux. Ce qui est aussi une possibilité qui peut arriver un jour ou l'autre. Hein. Faut pas fermer la porte à cette KT. Ça fait longtemps qu'on en Ah, parle. Il y ça a fait beaucoup de des gens qui années en qu'on en parlent. parle. Ça fait des années, j'ai Ouais, pas l'impression quand même que ça se fera. non, mais bon, tu sais, avec une rivalité comme ça peut peut-être arriver. On sait Non, pas. moi je pense que On sait pas. ça En tout cas, peut se faire, ça reste une ça opportunité. peut se faire sur un seul fight. C'est-à-dire ne pas créer une KT, mais mettre en place une ceinture à la manière un peu de la BMF, tu vois, pour le numéro 1 pound for pound, où tu fais un super fight en fait. Ouais, mais quelle valeur? Il n'y a pas de valeur sur cette ceinture. Mais on s'en fout de la ceinture, c'est l'opposition qui fait la valeur. C'est les deux meilleurs. Non, je sais bien, je sais bien. Ceinture, ouais, ceinture pound for pound. Mais bon, je sais pas. Moi, je pense que si ça se fait sur un catchweight, je pense pas que ce sera sur une ceinture autre. Je pense que ça sera vraiment sur une création avec une ceinture, tu sais, incontestée. Mais bon, après voilà. Ou alors, il reste dans sa KT et il y a déjà des gens qui se bousculent un petit peu au portillon puisque Max Holloway aussi se place pour le futur. Il dit dans un monde idéal. Tout le monde, c'est les Miss France. Il y a que des mondes idéaux. Dans un monde idéal, on y va. Je remporte le combat face à Oliveira avec panache, de façon incontestable. Je crée l'événement. J'affronte Ilia pour le titre BMF et le titre incontesté sont en jeu. Je sais qu'il le voulait lors de notre dernier affrontement enfin quand on a combattu à 66 kilos. Mais le titre n'était pas en jeu. Vous ne pouvez pas m'en vouloir. Vous en voulez à l'UFC. Ils ne l'ont pas permis. Au final, c'est comme ça. Si on peut le faire, ce sera une victoire énorme. Eh ben écoute, ça moi je signe aussi, hein, pour le coup. La La revanche, revanche à ouais. 70, on l'a déjà dit plein de fois. Donc voilà, quoi qu'il arrive, en tout cas il y a des choses à faire dans sa KT. Il y a des choses à faire s'il monte.
l'avenir de Ilia Topuria, il peut être historique, entre guillemets, parce qu'il y a encore du monde pour marquer l'histoire, tu vois. De toute façon, s'il monte, c'est pour un one shot. Hein. Il va pas s'installer en 77, pour rien. Non. Non, mais par contre, il peut monter et s'arrêter après derrière. Bon, c'est trop tôt Il pour a toujours dit s'arrêter. qu'il ne dure. Il a toujours dit qu'il durerait pas. Il veut pas durer. Il veut pas durer. Il a même lui aussi, il a, tu sais, des prétentions en boxe anglaise. Il a toujours dit que dans le MMA, il durerait pas longtemps. Ouais, mais bon, entre ce que tu dis et ce que tu fais, tu vois, je pense qu'il prend quand même des sacrées bourses là actuellement. C'est dur de partir à chaque fois, hein, il y a plein de gens qui le disent, mais partir quand tu prends finalement, c'est là où tu prends le maximum d'argent, c'est compliqué. Hein. Oui, sauf il a pas de problème d'argent. Il était déjà riche avant l'UFC. Et lui aussi, tu sais, on sait pas d'ailleurs, on en avait déjà parlé, hein, d'où il tenait cet argent, mais visiblement avec les Des sponsors, avec tout, enfin, investisseurs. Ouais. il y a plein de choses. Il est très suivi. Enfin, tu sais, je crois il a des vignobles, je crois, il a des parts dans des vignobles, je crois. Enfin, Ouais, non mais je crois qu'il a pas besoin de sous non plus. Hein. ah, mais t'as toujours besoin de sous. Non, mais oui, mais après, si derrière tu combats un peu en anglaise, tu fais encore des sous. Hein. Je sais pas. Moi, je pense que Et plus de sous. t'imagines si tu bats Makhachev, la star que tu deviens en MMA. Oui, T'imagines mais t'imagines cette les star que contrats tu que... deviens en MMA, comment tu la monétises en boxe. Oui, mais même en MMA, tu la monétises grave. Ouais, mais ça sera jamais les mêmes sommes. Même avec Paramount. Hein. Moi, je le vois pas Puisque avec partir. la Paramount, je vais te dire, Justin Gaethje, il a dit que son salaire, il avait pas bougé d'$1. Non, alors sur ça, oui, ça, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Leur contrat, de toute façon, il est déjà fait. Pourquoi ça changerait? Pardon. Oui, ouais. Parce que tu peux avoir des renégociations de contrats, puisque on en parlera tout à l'heure avec Connor, mais les contrats, pour certains, alors ça sera pas le cas pour lui, mais peuvent devenir un peu caducs. Pour certains. Ouais, Donc il peut y avoir de la renégociation de contrat. mais je pense pas que ça soit le cas pour Gaethje, donc c'est pas surprenant que son salaire soit le même. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais bon, tu combats pour un titre intérimaire quand même. Tu sais, tu peux. Je sais pas comment ça se passe quand tu combats pour un titre intérimaire, si t'as tout de suite c'est un petit bonus de salaire ou pas, un petit plus quand tu combats pour le titre. Je sais pas du tout. Ou c'est que quand tu as le titre, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info. Bref, on enchaîne. On enchaîne avec la Maison Blanche, hein, la Maison Blanche, où on a appris qu'il n'y aurait pas de Russes à la White House. Alors, on a appris par l'intermédiaire de Merab Valishvili qui nous fait cette déclaration en vue de son retour. Il dit, ils m'ont dit que j'étais le prochain pour le titre des bantamweight. L'UFC a dit qu'il y aurait une trilogie entre Yann et moi. Ils m'ont aussi dit que notre combat n'aurait pas lieu à la Maison Blanche en juin parce qu'il est russe et donc c'est impossible. Alors, pas de russe, pourquoi? Pour le spectacle ou pas de russe parce que il y a encore tu sais, on est à la Maison Blanche et il y a encore des réminiscences de guerre froide dans cette histoire. Ah, bien sûr que c'est ça. Rien à voir avec le spectacle. On parle de spectacle. Oh mon dieu. Petroyan, c'est pas le genre de mec qui colle en plus. Tu sais que les combats sont plaisants. Bah non. Le truc, c'est que ça foire un peu leur projet de faire 8 combats pour la ceinture avec le nombre de Russes qui détiennent des ceintures. Et ben justement, c'est ça que j'allais regarder, tu vois, parce que quand tu regardes effectivement, tu as Khamzat, Islam, Islam. russophone, Petroyan, je vais les prendre dans l'ordre. Oui, alors Petroyan. Ensuite on a Islam, ensuite on a Ramzat, et après si on a Valentina Shevchenko. Si on peut considérer qu'elle aussi, elle est considérée comme russophone, même si quand tu regardes dans les faits, Valentina, elle est péruvienne maintenant, je crois qu'elle est Ouais, elle est nationalisée au péruvienne. Pérou. T'as Khamzat qui est Et émirati. Ramzat, il est émirati. Bon, ça fait plus que deux. Si on suit cette logique, tu vois, si c'est la nationalité russe qui pose problème. Et puis Petroyan, je suis désolé, mais vu le nombre de temps qu'il passe en Thaïlande, il est plus thaï que russe maintenant, on va pas se mentir. Le mec vit en Thaïlande toute l'année. Donc, Ouais, alors, je ouais. sais pas,
je sais pas quelle valeur on peut donner à cette déclaration. C'est pas donné par un officiel de l'UFC. C'est donné par Merab qui, oui, sûrement, comme il est en plein cœur du truc, il a sûrement des infos, mais j'attends de voir quand même. Ouais. Parce que franchement, honnêtement, parce que là, pourquoi on peut... Alors, je suis d'accord avec toi, et pourquoi on peut aussi donner un peu de crédit à tout ça? Parce que Merab, tu vois, typiquement, tu promets une trilogie quand tu vois les deux premiers combats qu'on a eu entre les deux, entre ces deux-là. Tu promets une trilogie à la Maison Blanche, tu t'assures d'avoir un combat, certes qui va peut-être durer 25 minutes, mais d'avoir un combat historique. Enfin, tu vois, un combat de folie. Donc, tu veux du spectacle, tu veux beaucoup de titres, c'est un combat qui coche les cases. Mais ils veulent le carotte. En fait, c'est ça, ils veulent le carotte Merab. Parce que ils vont glisser O'Malley à la Maison Blanche contre Petroyan. Ils vont le carotte. Ouais, mais c'est pas Merab qui est la caution russe dans cette histoire. Comment ça? Merab, il est Ouais, il est géorgien, géorgien. mais tu vois, et là, dans sa déclaration, ils disent que c'est parce que Yann est Oui, russe. il dit ça, mais c'est parce que l'UFC lui a dit ça. En mode, bon, ça se fera pas maintenant, te prépare pas, tranquille. Et finalement, ils vont mettre Petroyan contre Sean O'Malley à la Maison Blanche, tu vas voir. Ils attendent juste ce week-end pour savoir si Sean O'Malley gagne contre Sanganong. Exactement. Écoute, on te promet, hein, t'inquiète, y a pas de problème, tu l'auras ta trilogie. Hein. Ouais, la trilogie du samedi, avec Charmed, avec le Caméléon, avec... Et Buffy contre les vampires. et Buffy contre les vampires. Prépare ton pieu. Non, mais ouais, je sais pas. Alors c'est une possibilité, ça reste une possibilité parce que c'est quand même un événement, on peut dire ce qu'on veut, hein, ça reste un événement sportif mais aussi politique de par le lieu où il le prépare. Donc la politique est très très liée à cet événement. Donc ouais, c'est une possibilité. D'ailleurs, est-ce que t'as vu la déclat de Dana White quand tu lui as posé la question si l'UFC était pas un peu trop politisé? Oui, Sa oui, j'ai réponse vu. c'est Barack Obama était fan de basket, je crois que c'est Bush fan de hockey ou de baseball ou je sais pas. Est-ce que à cette époque-là on disait que genre le baseball et le NBA était enfin la NBA était trop politisé. Mais frérot, on parle pas déjà du MMA, on parle de l'UFC déjà, pas le MMA trop politisé mais l'UFC. Puis je suis désolé mais j'ai jamais vu un Kobe Bryant sur la pelouse de de la Maison Blanche. On va pas se mentir. Ah, je sais pas, hein. Faut arrêter les bêtises. Si, je Ah, pense. t'as déjà vu, pourquoi t'as déjà vu un match Ah NBA, non, un toi, à match la Maison NBA, Blanche? non. Non, mais c'est ce que je te dis. Non, mais c'est ce que je te dis. C'est que là, on organise un événement de l'UFC sur la pelouse de la Maison Blanche avec une entrée des combattants qui va partir du bureau ovale. Euh... En tout cas, Ah, si. si ça se confirme et que effectivement il n'y a pas de Russes, là on pourra dire que c'est beaucoup trop politisé. Parce que en soi que tu organises l'événement là-bas, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu gardes je parle pour Dana White, hein, où tu gardes le pouvoir de l'organisation, de faire ce que tu veux faire pour ton événement. Et ne Hmm. pas être dicté par au-dessus. Donc on aura la réponse de toute façon, hein, on le voit bien, c'est quasi impossible de faire une carte sans russe. En tout cas à très haut niveau. Donc si vraiment on voit qu'il n'y a pas de russe sur la carte, là on saura que c'est voulu. Et mon gars, si tu vois pas de français non plus, parce que vu que là, en ce moment, c'est un Ouais. peu la guerre entre Mais la je crois qu'ils vont France et faire, de toute façon les ils vont être États-Unis. contre américains sur la carte. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, autant te dire qu'on va pas regarder, on en fera pas un débrief. Hein. Non, non, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Écoute, on verra effectivement. Maintenant, il y a des combattants qui veulent pas forcément combattre. Hein. Tu vois, par exemple, euh, c'est ah Israël Adesanya Oui. qui dit qu'il est pas du tout intéressé, lui, par exemple, pour la Maison Blanche, parce qu'il dit moi combattre, moi je veux combattre contre devant mes fans, pas devant des politicards en costard, quoi. Ça m'intéresse pas. Donc, je pense qu'il y a certaines Je personnes comprends. qui sont tu vois, qui idolâtrent la personne de Donald Trump. Je parle de Merab, je parle de Connor, je parle de John Jones, qui eux vont faire des pieds et des mains pour être sur la carte. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui en fait sentent que cet événement-là, qui sur le papier est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'UFC, mais qui dans les faits risque d'être un flop phénoménal.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Un flop, je sais pas. Écoute, Quand si l'UFC il t'as si, prépare quand si même t'as pas de des public, événements, quand l'UFC il prépare des événements grandioses comme ça, en général, ça réussit. Il n'y a jamais eu de raté. oui, mais là le cadre il est un peu, c'est comme si tu faisais un événement grandiose dans un Apex. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais T'auras peu de public, t'auras visiblement pas toutes les stars de l'UFC, t'auras des combats qui vont durer en longueur. Parce que s'ils font 6-7 combats pour le titre et que t'as 6-7 combats qui durent 20 minutes, ta soirée elle en finit plus. Et tu sais, ça peut être vite une soirée, waouh, où au bout d'un moment tu dis, ouais, ça y est, c'est bon, j'en ai marre, fatigué. Tu vas même pas arriver au main event que tu vas arriver, tu vas dire, oh, ça y est, je suis saoulé là. ouais, non, bah Les trois quarts vont s'endormir avant. ça colle avec ce que je te disais. Hein. Franchement, je trouve ça, c'est du grand n'importe quoi s'ils partent sur ça, sur que des combats pour la ceinture. Franchement, ça serait du n'importe quoi. Écoute, de toute façon, ils ont dit que, je crois que c'est dans les 2 premières semaines de février où ils vont commencer à se mettre sur la carte de la Maison Blanche. Ah, non, elles seront bouclées deuxième semaine de février. Voilà, elles se font boucler. Ils ont dit qu'ils allaient avancer là, qu'ils laissaient passer ce week-end et qu'ils allaient se mettre dessus et que deuxième semaine de février, tout était bouclé. Là où ils devaient commencer en février, effectivement, là, ils ont dit deuxième semaine de février, on sera capable de vous annoncer la carte. Écoute, il y a plus grand chose à attendre là. Ouais, c'est clair. C'est clair. À voir. En parlant de ça, Connor, justement, on parlait des gens qui font des pieds et des mains pour être à l'UFC Maison Blanche. Oui, certes, mais ça reste un businessman. Il faut pas l'oublier. C'est un mec qui veut faire des sous. Et là, il dit qu'il doit renégocier son contrat, justement, parce que changement d'air avec le changement d'air ESPN et autres avant ESPN, il y avait du pay-per-view, donc il y avait une valeur de points pay-per-view. Et avec la Paramount, c'est plus le cas puisqu'il y a plus de pay-per-view. Donc s'il y a plus de pay-per-view, il y a plus de points pay-per-view. Et quand ta rémunération elle est basée sur ces points, en majorité, ton contrat devient caduque. Mhm. Si ce qui fait ta rémunération n'existe plus, ton contrat il n'existe plus non plus. Et donc pour Connor, c'est encore plus vrai puisque vu que c'est le plus gros vendeur UFC de tous les temps, c'est le mec qui avait négocié le mieux justement cette rémunération via ses points justement pay-per-view. Et il dit, ils ont signé un nouvel accord avec la Paramount et mon contrat est essentiellement caduque en ce moment parce qu'il n'y a plus de pay-per-view, sachant que mon contrat était basé sur les ventes de pay-per-view. Je suis le combattant qui a le plus généré de pay-per-view de tous les temps. Ce système de pay-per-view est terminé. Je dois avoir un nouveau contrat. Nous allons entrer dans une négociation en février. Et je suis très curieux de voir comment cela va se passer. C'est compliqué, hein. Ouais. C'est très compliqué pour l'UFC. Pour l'UFC, je parle. Hein. Parce que, alors on sait que Connor, ça vendra toujours, mais je pense quand même qu'il a perdu énormément de fans. Il y a moins de gens qui l'attendent. Donc Ouais. en fait, je pense pas qu'il aurait vendu autant de pay-per-view. Donc maintenant, sur quoi tu te bases parce on parle de salaire fixe, en fait. Sur quoi tu te bases pour lui donner de temps? Mhm. Parce que lui, il va demander le max, hein. On sait que Il va demander le max. par combat, avec le pay-per-view, il tournait aux alentours de 15 millions, il me semble, Connor. Je crois que le max qu'il a pris, c'était 15 Oui. millions. Quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui justifie actuellement que Connor vaut 15 millions? Parce que pour moi, il les vaut pas. Alors oui, mais tu sais, quand tu dis je suis pas sûr que les gens l'attendent et tout ça, je sais pas. Franchement, je sais. Nous, oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a perdu son public? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a moins de monde qui l'attendent? Je sais pas. Est-ce que si tu le remets pas sur une carte, tu vois, je sais pas. Après, tu sais, je pense que l'UFC va mettre des petits algorithmes en place pour savoir ce qui potentiellement ils pouvaient vendre ou pas. La question c'est déjà, il y a pas si longtemps que ça, enfin tu sais, quand il devait combattre Chandler, où c'est en fait finalement le pull out il s'est fait au dernier moment. Le combat il allait se faire, donc les places elles étaient vendues. En combien de temps il a sold out? Tu vois combien il rapportait déjà avant même que l'UFC que ne se passe. L'UFC la date, je veux dire la date l'événement, tu vois. Si l'UFC voit qu'il n'y a pas de changement et qu'il a fait sold out en 3 secondes et que il y avait de l'engouement autour de son retour,
bah tu te dis potentiellement tu peux lui filer l'équivalent de ce qu'il gagnait à l'époque. Ah, mais ça, c'était déjà Si c'est pas le cas, il y a 2 ans, le truc contre Chandler. Le temps, ouais, mais le bon, temps tu te bases sur passe, le temps des. passe très vite. Franchement, Connor, il a vraiment disparu il a disparu, Connor. Il a disparu. Après, tu vois, je pense qu'il y a d'autres facteurs. Tu sais, quand tu peux te baser sur des métriques, sur les infos. Tu vois, quand tu sors une info sur Conor McGregor, voir si ça vend toujours ou pas, si ça fait le nombre de clics que ça génère. Tu vois, je pense qu'ils ont des métriques sur plein de choses qui font que après derrière ils font un arbitrage et puis ils disent voilà, ok, ça c'est des faits. De toute façon, faut être sur du factuel. Donc, faut se baser sur quelque chose. C'est voilà, quand on parle de toi ou toi sur tes réseaux, tu sais, est-ce que tu as une baisse sur tes réseaux? Bon, après, là, visiblement, il a fermé ses réseaux. Mais quand on parle de toi, quand ceci, quand cela, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a de la fluctuation? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça descend? En fonction de, bah, tu dis, voilà, tu vaux tant, tant ou tant. La négociation, elle va se faire comme ça, je pense. Oui, non, mais oui, c'est sûr qu'elle va se faire comme ça. Le truc, c'est que je pense que Après, la question, c'est, l'UFC va essayer de tirer le prix le plus bas possible. ou pas. Ça dépend si, en fait, la question, c'est, est-ce qu'il revient pour un one shot? Ou est-ce qu'il revient pour longtemps? Parce que la chance qu'il a là, c'est que si son contrat, il est caduque, c'est-à-dire le nombre de combats pour lesquels il avait signé, finalement, ça disparaît. Le contrat, il est caduque dans son entièreté, Non, je pas que crois sur un pas. point. Je crois pas parce que j'ai écouté le Jab Life où Aldric il parle de ça. Parce que comme je crois que Manon elle avait combattu aussi pour la ceinture et qu'il y avait des points de pay-per-view dessus. Et il explique que le Mhm. contrat il est pas caduque. Hein. Ça se passe pas comme ça. Alors j'ai pas tout en tête là, mais faudra que tu l'écoutes. Il explique que ça marche pas comme ça. Ouais, mais après, il y a Manon et puis il y a Connor. Tu vois, je suis pas sûr que Connor, il ait le même genre de contrat que le reste des combattants. Je parle Manon, mais tout le monde. Je pense pas qu'il ait le même statut que les autres combattants. Je pense que lui, son contrat, déjà, il était déjà négocié aux petits oignons. On rappelle quand même que le mec, il avait MacLife, tu sais, où tout le monde était filmé par l'UFC. Et lui, il avait sa propre équipe télé qui le suivait et qui vendait à l'UFC Ouais. ses vidéos de lui. Tu vois, il faut pas comparer l'incomparable aussi. Hein. Je Oh pense que non, son oui, c'est vrai. contrat, il est pas fait de la même C'est vrai que manière. son Tu contrat il vois. doit être unique. Donc, peut-être que Aldric il a raison et que finalement tous les contrats sont les mêmes, mais peut-être pas. Ça, on peut pas le savoir. Maintenant, si c'est le cas, effectivement, c'est pas caduc, donc dans ce cas-là, bah il y a pas de négociation. C'est pas caduc, il y a pas de négociation. On dit bah écoute, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais quoi? Tu fais un équivalent de ce que tu rapportes. Bah dans ce cas-là, il y a pas de négociation. Tu fais un équivalent de ce que tu rapportais. C'est quoi la moyenne de ce que tu rapportais? Voilà, ton salaire, c'est ça. Il y a une certaine logique après, hein. Ça, c'est honnête. Ouais, mais c'est pareil. Alors là, pour le coup, ça serait l'UFC, je pense, qui serait floué dans cette affaire. Parce que Connor, ce qu'il rapportait, tu te bases sur il y a 3, 4, 5 ans. Ouais. Mais pareil, tu fais ça pour une personne, tu fais pas ça pour les autres. Ouais. Tu fais ça pour lui. Et puis les autres, de toute façon, parce qu'ils sont... Tu sais, tout est une question d'équilibre aussi. C'est-à-dire que oui, ils seront floués pour Connor, mais ils seront gagnants pour quelqu'un d'autre. Ouais. Bah, c'est non. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas si t'as vu aussi que ça parle de lui contre Masvidal. Alors justement, c'est ce que j'allais te dire. C'est Connor Chandler ou Connor Masvidal. En fait, c'est ça la Bah, question. Dana White, déjà, il Ouais. a écarté Chandler complètement, Dana White. Il a, il a écarté l'idée de Chandler et il a dit ce combat n'est plus intéressant, pas réaliste. C'était il y a quelques années. Ok. Masvidal, il a teasé son retour. Il a dit je ne peux pas trop en dire, mais je m'entraîne pour un gros truc, quelque chose de vraiment gros. Il y aura bientôt des nouvelles et je ne peux pas nier ou confirmer si il s'agit de Conor McGregor. Je suis le combattant préféré de Trump, rappelez-vous-en, je ne peux pas le confirmer maintenant, mais bientôt, je l'espère, peut-être dans 10 jours, quelque chose comme ça. Chandler a réagi, elle est bien sa déclaration. Il dit c'est tellement facile de faire les gros titres ces jours-ci. Je ne peux ni confirmer ni infirmer à propos de tout. Ouais, je peux ni confirmer ni infirmer que j'ai atterri sur la Lune la semaine dernière. C'est vrai, tu Euh, sais, ça déclare à vrai dire. Je peux ni confirmer, ni informer, ni nier, ni ceci, ni cela. Mais Dana White,
Il a mis un stop à tout le monde, en fait, puisqu'il a fait taire les rumeurs aussi contre Masvidal. Il a dit, je ne prête aucune attention à ces conneries. Non, c'est du n'importe quoi. Je n'écoute pas tout ce qui se dit dans le monde du MMA. Rien de tout ça n'apparaît dans mon algorithme. Parfois, on me dit, tu as entendu ceci ou cela? Non. Presque tout ce que vous voyez sur Internet au sujet de notre sport est faux. Pour Conor, il s'en fout. Choisissez qui vous voulez. Le Mac ne craint personne. Je suis dangereux. Écoute, moralité, Chandler, Masvidal, même Conor. En fait, finalement, on n'a aucune certitude sur tout, sur personne. Bah oui, non. Finalement, il y a aucun des trois qui va combattre. Ça va être vite réglé. Mais honnêtement, je pense que c'est l'option la plus plausible, moi. Qu'il n'y en ait aucun des trois qui, alors, déjà, Masvidal, ça m'intéresse pas du tout. Conor, ça m'intéresse pas. Chandler, à la limite, parce qu'il reste quand même dans le roster et qu'on le voit de temps en temps. Et que, même s'il est plus haut niveau, bah, malgré tout, il fait quand même des combats plaisants parce qu'il est débile. Voilà, parce qu'il faut le dire. Avec lui, t'as la certitude que le combat, il va pas durer 25 minutes. Voilà. Tu sais que ça va pas être ennuyeux parce qu'il est là pour ça, en fait. Il est là pour faire le show. Donc, à la limite, voir Chandler, oui. Mais voir les deux autres, moi, ça m'intéresse pas. Et encore moins Masvidal. Ouais. Encore moins Masvidal, parce que déjà, Masvidal, ça a jamais été un combattant que j'apprécie plus que ça. Et puis, il était, je pense qu'il a été vraiment surcoté, Masvidal. Il a été énormément surcoté. On en a déjà parlé, de toute façon. En fait, les étoiles les étoiles se sont alignées. Gros chaos sur Darren Till. Derrière, le coup de genou sauté. Et puis après. Non, sur Ben Askren. Non, le gros chaos sur Darren Till. En fait, ça a suivi ça. Tu vois, il met un gros chaos sur Darren Till. Et puis après, il y a le genou sauté sur Ben Askren. Et il se retrouve propulsé à combattre pour la ceinture, je sais pas combien de fois. Et alors que pour moi, il était pas à ce niveau-là, Masvidal. Non, il était Et après, ça devenait une caricature en plus. Divertissant. En fait, j'aime pas ce genre de truc où les mecs, ça devient des caricatures d'eux-mêmes, tu vois, comme Diaz, comme tout ça. Comme Colby Covington. Ouais, c'est relou. Ouais, tous ces mecs-là. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Non, Conor, je pense qu'on va le voir. Pour une raison qui est simple, c'est que Trump et sa famille l'ont vraiment pris. Tu vois, là, ils ont investi une vingtaine de millions de dollars, 2 milliards, 2 millions, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. 2 millions. Enfin, une grosse somme dans les entreprises de. Ouais, on sait jamais avec eux. Je pense que c'est des millions. Oui, non, c'est des millions. Non, je dis une bêtise. Ouais, des milliards, ça fait beaucoup quand même. Une vingtaine de 28, 23 ou 28, 26, je sais plus. Bon, bref, millions de dollars dans ces entreprises. Ouais, je pense qu'on va le voir. Maintenant, contre qui? Il faut trouver le bon interlocuteur. Il faut trouver le bon adversaire. Ouais. Pour moi, même si Chandler, ça remonte à loin, ceci, cela, je trouve que ça collait. Non, je suis d'accord. Ça collait. Je suis d'accord. Chandler, ça colle plus que Masvidal, de toute façon. Bon, après, même Masvidal, j'ai envie de te dire, ça fait un combat, ça va. Sur le papier, c'est pas... Ouais, mais vas-y, on l'a dit depuis longtemps. Donnez-moi cette récompense à Chandler, qui parte à la retraite. Franchement, le mec, depuis le temps qu'on lui fait miroiter ce combat et que ça lui passe sous le nez, c'est bon. Il mérite son gros chèque. Ouais, mais tu vois, regarde, ça c'était valable quand t'avais les points de pay-per-view. C'est vrai en plus. Bah oui, maintenant c'est mort. C'est vrai en plus. Parce que même ça, tu sais, en fait, pourquoi plus personne n'appelle Conor? Enfin, par là, voilà. Mais parce que maintenant plus personne va l'appeler, ça sert plus à rien de toute façon. T'avais juste la certitude d'avoir des points pay-per-view et de gagner bien ta soirée, c'est tout. Mais maintenant, c'est vrai ça. Quel intérêt? Il y a plus d'intérêt. Ah, mais en termes d'exposition médiatique, tu vois, battre Conor, tu vois, avec tout ce qui va tourner, les vidéos, etc., je pense que ça reste intéressant quand même. Ouais. Après, faut-il le battre? Parce que le Mac, il est dangereux. C'est tellement ridicule. Je suis dangereux. Tu sais, on dirait les mecs devant leur glace comme ça. Tu sais, les ringards, ils sont là. Je suis dangereux. Je suis sauvage. Je suis méchant. C'est la version low cost de la haine.
C'est à moi que tu parles. Je suis dangereux. Oh putain. Ah, c'est tellement vrai. Mais bon, écoute, on verra, on verra. Comme t'as dit, on a encore pas longtemps à attendre. En tout cas, s'il doit négocier en février, il faut qu'il se dépêche parce qu'il a à peine 2 semaines, après c'est fini. On enchaîne avec John Anik, qui prend de plus en plus la parole ces derniers temps, notre John Anik, sur un problème qu'il pointe à l'UFC. Donc c'est un commentateur historique de l'UFC qui prend beaucoup la parole en ce moment, comme je viens de le dire. Et en fait, pour lui, il y a un souci qui pourrait, à régler pour optimiser le spectacle de l'UFC. Il dit, je pense que notre plus gros problème, c'est que nos événements sont beaucoup trop longs. On devrait avoir 10 ou 11 combats au lieu de 15. Même si on diffusait pendant 5 ou 6 heures au lieu de 8, ça me conviendrait. Lui, en fait, il en a marre de commenter pendant 8 heures. Mais on demande énormément à nos fans, 8 heures, 41 fois par an. On doit composer avec beaucoup de partenaires, les chaînes télé à l'international, un effectif de plus de 600 combattants et une cinquantaine de nouveaux signés chaque année avec le Contender Series. Ce n'est pas l'idéal, peut-être que c'est égoïste de ma part, mais si c'était possible, je retirerais environ 150 combattants du roster et limiterais chaque carte à 10 combats. On aurait ainsi un événement plus fluide et agréable à suivre. Ouais, ça s'entend. Ouais, ça s'entend clairement. Ça s'entend clairement. Grave. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord. Maintenant, comme tu l'as dit, en fait, il faudrait, comme il l'a dit, il faudrait licencier pas mal de combattants. Euh, Hormis ça, ça reste une bonne idée, hein. De toute façon, on va pas se mentir, hein. En tout cas, nous, je sais que toi comme moi, bah, sur une carte complète, on regarde pas la carte complète, hein. Donc, tu vois, 10 combats, ça me va très très bien. Ouais. Alors c'est peut-être pareil. Je crois que c'est des réflexions de vieux, je crois. Tu sais, John Anik, ça fait trop longtemps qu'il passe 8 heures à commenter chaque semaine et il en peut plus. À dire avec Toyo, c'est des boissons Ouais, machin, mais tu sais, en des fait, trucs bidules. je pense que c'est surtout valable. Alors, un peu moins quand tu le regardes à la télé, parce qu'à la télé, finalement, tu le regardes quand tu veux. Mais c'est vrai qu'aller sur place et se taper, bah, y a personne qui le fait. Tu vois, les premiers combats, la salle est vide. Parce que qui va rester 8 heures dans une salle à attendre? Ouais, non, au bout d'un moment, t'en peux plus. Enfin, même quand t'es passionné, je sais que quand ça dure trop longtemps, Ah ouais, moi, je ton sais qu'un cerveau le événement qui dure décroche. trop longtemps, au bout d'un moment, ouais, ça y est, j'en peux plus. Alors, on va dire que tu vas avoir une carte dans l'année, 2 cartes, 3 cartes, où vraiment, tu sais, il y a tous les combats qui sont fous, donc tu te dis, ah ouais, non, c'était exceptionnel. Genre l'UFC Paris. Ouais, c'est exceptionnel. Il y a eu des KO dans tous les sens, des soumissions, des trucs, des machins. Tu te dis, ok, ça, je valide. Mais il y a des moments où, waouh, c'est long. Et c'est vrai que 15 combats, 8 heures. 8 heures d'événement, 8 heures. 8 heures dans une journée qu'en fait 24. Ouais. Tu sais, il y a un moment, tu sais, non, mais faut remettre ça dans un contexte. Et surtout que c'est tous les samedis. Enfin, Tous les ouais, samedis. dans la nuit, ouais. C'est tous les samedis, En maintenant. fait, Donc, je t'ai dit, il y a énormément d'événements. Il y a beaucoup trop d'événements. ça, ça s'entendait quand il y avait un événement toutes les 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, tu vois. Ouais. Là, tu fais 15 combats, tu te dis ok. Mais là, ouais, toutes les semaines, c'est vrai que non, il faudrait que ça soit un peu plus punchy, un peu plus dynamique. Et c'est vrai que pour le coup, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent juste la carte principale à cause de ça, parce qu'ils veulent voir 5-6 combats. Et puis c'est tout quoi. Et puis c'est tout. Alors c'est vrai que par contre, ouais, mettre 150 combattants à la porte, bah ça fait 150 combattants qui gagnent pas leur vie à l'UFC, mais qui peuvent gagner leur vie ailleurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a pas que l'UFC comme organisation aujourd'hui. T'as le PFL, effectivement. D'ailleurs, t'as vu que le patron du PFL il démissionnait. T'as le PFL, t'as le KSW, on va pas tout reciter, hein, mais t'as quand même d'autres orgas. Et puis les meilleurs restent quoi. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est juste ça. Parce que sur l'ensemble du roster UFC, il y en a certains, je suis désolé, mais tu sais, parce que je sais plus avec qui je parlais de ça. Je crois que c'est avec un des élèves le week-end dernier, où je disais, où on disait justement, on parlait du niveau. Je crois qu'on parlait du niveau de l'arrêt, je crois qu'on parlait du Hmm. niveau, tu sais, de différents événements comme ça. Et en fait, je crois qu'on parlait du KSW. Enfin, tu vois, on parlait de tous ces trucs-là. Bon, bref.
Et donc, tu sais, il disait oui, les combats, il y a certains combats, ils sont laborieux et tout ça, mais je disais, mais les gars, regardez les premiers combats de l'UFC, dans les cartes prélims et pré-prélims, t'as des combats, je suis désolé, mais tu te dis ça, c'est le niveau UFC? Mais il y a des mecs, Non, c'est pas le niveau UFC. voilà, en fait, il y a des mecs qui sont à l'UFC qui clairement ne sont pas capables de gagner un combat à l'ARES, je te le dis clairement. Bah Et oui, à la res ou autre, tu vois. KSW ou autre orga. Donc en fait, voilà, signer à l'UFC ne veut pas dire que tu fais partie de l'élite. Signer à l'UFC, ça veut Non, dire que tu as eu un enchaînement de victoires, que tu as un bon management et tu peux te retrouver à l'UFC. Le truc, c'est d'y rester et de gravir les échelons. Mais quand t'es hors top, il y a des mecs, franchement, tu te dis, qu'est-ce qu'ils font là, quoi. mais je vais même être très cru. T'as des mecs je suis sûr qu'il y a des mecs, à part pour les fans hardcore qui nous écoutent, et on sait qu'on en a beaucoup. Mais je suis sûr qu'il y a des mecs qui sont rentrés et sortis de l'UFC, on sait même pas qu'ils sont rentrés. On n'a jamais vu leur tête ni leur nom. J'en suis persuadé, et je parle pas que de nous, je parle de même des gens qui suivent l'UFC. Je suis sûr qu'il y en a, ils sont rentrés, sortis de l'UFC, ils se sont fait cuter, et on les a jamais vus. Nous, il y a peut-être des mecs, tu sais, qu'on a suivis parce que combattants français ou quoi que ce soit, et puis non, bah, je sais pas quel exemple on pourrait citer. Non, combattant français, c'est compliqué parce que je pense qu'on aurait tous été à un moment amenés à les voir. Mais Non, combattants parce qu'ils français, on les connaît tous, ceux ouais, qui sont ouais, rentrés. ouais, ouais. Non, mais je veux dire si on n'était pas français, tu vois. Je me posais la question d'un étranger, même parce que tu sais, tu pourrais dire oui, mais parce que tu suis pas les combattants des États-Unis, du Japon, du truc, du machin, tu vois, de partout. Non, je suis sûr qu'il y a des combattants qui sont rentrés sortis et on sait même pas. C'est pour ça qu'on peut même pas les citer parce que je suis sûr qu'on sait même pas. Ouais. Ouais, bah écoute, moi, je trouve pas ça déconnant, son idée, hein, de passer à 10 combats. Alors, est-ce que ça va être mis en place? Je ne pense pas, parce que, tu vois, avec le Dana White Contender qui continue de tourner à plein régime et, c'est un rythme effréné quand même. Il signe, comme il l'a dit, 50 combattants par an, un truc comme ça. C'est énorme. C'est énorme. Donc, visiblement, c'est pas les projets de l'UFC. Ça va pas dans cette direction. Je pense que Ouais, ouais, ouais. il préfère, Sauf s'il y a un roulement, tu vois, c'est-à-dire qu'ils signent 50 personnes, mais derrière, par contre, si tu fais pas le taf, que t'es dans l'orga et que tu fais pas le taf, en fait, t'es cuté plus mais vite. c'est ce qu'ils font déjà. Tu l'as dit, en fait, il y a Ouais. énormément de gens qui sont cutés sans qu'on s'en rende compte. Je pense qu'ils préfèrent ratisser large, tu vois, et se dire, dans ces 50-là, il y a peut-être la prochaine star, quitte à prendre des mecs qui finalement ne vont pas performer derrière et les virer. Je pense que c'est cette optique-là qu'ils ont, l'UFC. Puis en plus, c'est des mecs qui payent pas cher en plus, parce qu'ils rentrent avec un contrat moindre que quand tu rentres directement sur signature. C'est ça, c'est de la main-d'œuvre à bas prix. Tu sais qu'en plus, les mecs, quand ils rentrent, ben, finalement, ils donnent tout, tu vois, ils font quand même des guerres, ils veulent prouver qu'ils ont leur place, victoire comme défaite. Donc tu t'offres des combats où il y a du sang, on va dire, et pour pas grand-chose. Et si ça fait pas l'affaire, ça dégage. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, ouais, je pense que c'est un truc de vieux. Je pense que c'est juste qu'il y a un moment où on a plus la fougue de la jeunesse. Tu sais, tu parlais la dernière fois, à l'époque, on regardait tout. On était là, on commençait, et puis à l'époque, voilà, tu commençais ta nuit, t'avais pas de replay, t'avais pas tous ces trucs-là. Donc si tu ratais, tu ratais. Tu vois, donc il fallait que tu t'arrives à l'heure et que tu restes éveillé. Sinon, après, c'était mort. Mm. Donc je pense que quand t'es jeune, tu peux te le permettre. Plus tu vieillis, plus tu comptes tes heures de sommeil, les heures que tu n'as pas de sommeil surtout. Et plus tu fais des choix. Et ces choix, tu te dis s'il y a quelques combats en moins, tu vois, peut-être que s'il y avait moins de combats, je regarderais peut-être un peu plus la carte préliminaire, tu vois. Oui, bah ouais, non, je sais pas en fait. Tout dépend des dons. Oui, bien sûr. Ah, mais si tu les regardes pas une première fois, tu sais pas si c'est intéressant ou pas. Mais ouais, non, je suis d'accord. Écoute, à voir. En tout cas, moi, je plus sois John Amick. Je continue à prendre la parole, c'est très bien. C'est très bien, John. Je suis fier de toi. Vraiment. Très fier. Faut le dire. On termine avec la question auditeur. Une question de /hld, HLD. J'ai rajouté des voyelles où il y avait des consonnes. Alors, il nous dit, c'est un auditeur en plus habituel, on discute souvent, lui et moi. Donc, en occultant les différentes méthodes de self-défense, quelle serait la technique à privilégier pour la défense de soi-même ou si tu devais former des forces de l'ordre? Lui, il me dit déjà, tu sais, un petit élément, il me dit, voilà, le clinch tie, c'est un formidable outil. Déjà, voilà, pour le coup. Et je sais pas ce que t'en penses, parce qu'au début, moi, tu sais, j'étais parti sur les styles.
Et en fait, quand je relis la question, en fait, c'est des techniques. Tu vois, c'est quelles seraient les techniques à privilégier. Et en fait, pour moi, c'est presque impossible de me cantonner à quelques techniques. Tu sais, tu connais ma phrase. Tout ne passe pas sur tout le monde ne peut pas tout faire, les situations sont différentes, les gens sont différents. Te cantonner à quelques techniques. Franchement, ça, C'est c'est des questions compliqué. tellement complexes à répondre. Self-défense, ouais, c'est beaucoup trop. En fait, il y a tellement de trucs à prendre en compte que c'est très difficile de donner une réponse. C'est beaucoup Ben trop ouais, avec difficile. arme, sans arme, tu sais, le mec est grand, petit, le mec c'est un lutteur, un boxeur. En fait, alors je comprends. Il dit alors il dit c'est un sujet de niche. Tu vois, quand on en discutait, il me dit ouais c'est un sujet de niche, mais moi j'y pense beaucoup en ce moment. C'est vraiment j'en parle beaucoup et tout. Ah mais je comprends parce qu'en fait c'est infini comme discussion. C'est infini C'est comme infini. discussion. Bon, enfin faut plus qu'une rubrique d'un podcast d'actu pour tout ça. Non, moi si je dois donner des grandes lignes, parce que pour moi, ce serait plus parler de style, effectivement, que de technique à proprement dit. Mais après, si tu mets la self-défense de côté, alors déjà, qu'est-ce que c'est la self-défense? Déjà, est-ce que tu mets les arts martiaux dans la self-défense ou pas? Déjà, c'est ça la question. Est-ce que, si tu retires self-défense, est-ce que c'est que sport de combat? Ou est-ce que ça peut être aussi des arts un peu plus traditionnels? Parce que art traditionnel, ça veut tout dire et rien dire aussi, tu vois. Ouais, Ça peut être l'aïkido, comme ça peut être du penchaksilat, comme ça peut être, tu vois ce que je veux dire? Du kung-fu, le kung-fu, tu prends le sanda, c'est de la boxe chinoise, tu vois, c'est de la boxe. Mais c'est un art martial. ouais. Non, c'est trop complexe. C'est trop complexe. Écoute, pour chahuter pas mal avec mes collègues, etc. Il y a un truc qui marche très bien sur les gens qui, en fait, c'est un truc que tu peux pas inventer, tu vois, si tu sais pas défendre. C'est rentrer en lutte et C'est le passer, trois quarts face. rentrer en lutte, passer dans le dos. Et une fois que t'es dans le dos, finalement, t'es hors de danger parce qu'on peut pas te frapper. Tu peux étrangler, tu peux amener au sol, tu peux faire ce que tu veux. Donc, en un contre un, c'est une bonne option. En un contre un. Mais En un contre. en cas de problème dehors, c'est pas dit qu'ils soient en un contre Euh... Mais c'est vrai qu'un Ouais. petit arm drag, un petit, tu sais, tu pars dans les jambes, tu Hmm. remontes, tu passes ta tête sous les selles, tu remontes un peu en duck under. C'est des trucs qui, si tu connais pas, c'est sûr que la personne elle passe dans ton dos. Ouais, ou comme faisait Greg MMA, tu sais, le two-on-one, la cravate russe, tu sais, quand tu viens tenir un bras avec tes deux Ouais, bras, vous tapez two-on-one en lutte, cravate russe, Russian tie. C'est vrai que c'est un bon contrôle, effectivement. C'est un bon contrôle qui est très utile et qui t'amène effectivement le chemin du dos, à ceinturer, body lock, qui annihile en plus complètement le bras de l'adversaire. Tu le contrôles, tu peux le balader un peu où tu veux. Ça marche bien, c'est vrai, entre guillemets. Mais bon, moi je suis parti sur des grandes lignes. Voilà, si on parle un peu plus de style, mais en étant cohérent dans le style, et je me suis basé, tu sais, aussi parce qu'il parlait des forces de l'ordre. Donc forces de l'ordre, en fait, tu peux pas, tu vois, t'as des problématiques. Tu peux pas frapper quand t'es une force de l'ordre. Tu vois, t'es obligé en de faire de théorie, l'usage de la violence. en théorie. En théorie, mon cher Rolly, en théorie, on sait que dans la pratique, ils mettent des star shoots dans la gueule, on le sait, ça. Donc, JJB avec un fort accent sur la lutte. Donc, ça colle avec ce que tu disais. Tu vois, de lutter, peut savoir passer dans le dos. Tu vois, c'est-à-dire quand on dit lutter, c'est pas descendre le genou au sol. Hein, c'est two on one, body lock, arm drag, ce genre de choses pour aller chercher le dos ou chercher une ceinture. Donc pour savoir contrôler n'importe qui. La boxe, certes. Et j'ai pas dit MMA volontairement parce que si tu dis lutte, grappling, sol, tu peux te dire MMA. Mais le truc, c'est que voilà, pour être un peu plus spécifique, tu vois. La boxe en mettant l'accent sur la défense. Alors c'est plus pour éviter de savoir, enfin, pour pouvoir contrer ou esquiver les coups. Tu vois, ce qui après va t'amener à la lutte parce que si tu sais que lutter mais que t'as le menton à la fenêtre, tu vas te faire coucher. Donc tu frappes pas, mais par contre t'as une défense irréprochable, t'es un Mayweather de la self défense. Donc ça c'est potentiellement. Et puis si jamais arme blanche, tu vois, si jamais il y a des armes blanches ou ce genre de choses. Et là c'est là où je fais rentrer un peu plus d'arts martiaux entre guillemets, mais c'est parce que j'ai pratiqué ce style et que je trouve que pour moi c'est le plus efficace. Donc tu vas commencer déjà toi à savoir de quoi je parle. Ouais. Le Kali Eskrima, donc gestion des armes blanches. Kali Eskrima pour moi c'est utilisé par les forces spéciales aux Philippines et tout ça, enfin en Asie du Sud-Est. Pour moi il y a pas mieux. Il y a pas mieux parce que pour moi c'est ce qu'il y a de plus crédible.
Tu vois, dans le sens où dès le début, on te dit, hey, frérot, ok, il y a un couteau face à toi, tu vas te faire trancher. Mais attends, Maintenant, c'est qu'est-ce que... si on parle des forces de l'ordre, il y a un couteau devant toi, t'as une arme à la ceinture. Donc la question, elle se Oui, pose non, mais même plus. si on reste... Allez, Non, mais allez si on au reste stand dans de un tir cadre... plus souvent, et puis voilà. Non, mais si on reste dans un cadre de même toi, tu sais, parce qu'il dit il y a force de l'ordre, et puis il y a toi aussi, tu sais, dans la vraie vie, tu vois, pour te défendre. Et le Kali Eskrima, voilà, tu vas te faire couper, mais qu'est-ce que tu donnes, justement, qui n'est non vital. Et puis après, comment tu gères pour savoir désarmer en frappant, frapper, enfin tu vois, l'extension en fait finalement, apprendre qu'un couteau c'est l'extension d'un coup de poing, c'est l'extension du bras en fait finalement, l'extension de la main, et le bâton c'est la même chose. Et ce que j'aime avec le Kali Eskrima, je crois que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est qu'en fait finalement, toutes les techniques que tu fais avec un mec qui a un manu, tu peux les faire avec un mec qui a un couteau, tu peux les faire avec un mec qui a un bâton, tu peux les faire, enfin finalement t'as pas une technique pour chaque truc. Finalement c'est toujours la même chose, mais quel que soit l'outil qu'il y a en face de toi, tu vois, tu donnes toujours les mêmes armes, donc en général les avant-bras, mais côté osseux et pas côté tendon, enfin pas côté Veine. Et veine. veine, tu vois, donc ou veine, enfin ou n'importe quoi, enfin tu vois, voilà, tu te fais couper là où ça craint pas grand chose, tu vas saigner frérot, mais tu vas pas mourir en tout cas, donc voilà. Pour moi, ça serait ça. Le combo, le package idéal, ça serait ça pour être le plus efficace possible en situation d'autodéfense. Ouais. Écoute, moi, j'ai pas de réponse. Honnêtement. C'est la bagarre. Bah ouais, j'ai pas de réponse. J'ai aucune réponse sur la rue. Parce que au-delà du style, je pense que c'est la personne la plus méchante qui va gagner, en fait, c'est tout. Non, ça, on est d'accord. C'est même plus que la plus méchante, celle qui est la plus près, À aller loin. qui est plus À près aller très psychologiquement loin. à aller loin. Ouais. C'est ça. Et C'est ça, ça. Et ça, tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas vécu. tu peux pas le savoir, c'est très difficilement travaillable, tu vois. Il y a des gens, ils l'ont, c'est inné, tu vois, ils sont capables d'aller très loin, c'est en eux. Et il y en a, même s'ils seront très forts à l'entraînement, ils vont bosser même dans des styles très durs, mais dans la rue, ils seront trop gentils pour aller trop loin. Donc c'est trop compliqué en fait. Évitez les problèmes. Ah oui, non. Évitons les problèmes. Voilà. C'est ça. Déjà, éviter les problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Non, c'est vrai. Mais par contre, là où je te l'accorde, c'est que voilà, tout ça, c'est du tralala. En vrai, c'est jusqu'où t'es prêt à aller. Ça, c'est la seule et unique réalité. C'est juste ça. Peu importe qui tu es, peu importe, voilà, c'est le reptilien. Et en plus, c'est même pas toi qui décides, c'est ton reptilien. C'est pour ça que tu dis, il y a des gens, ils sont prêts à aller très loin. En fait, finalement, c'est ancré, putain, j'arrête pas de taper dans ma table. C'est ancré là. C'est ancré dans ton reptilien, c'est ancré dans ton cerveau. T'as des gens qui se fichent, t'as des gens qui fuient, t'as des gens qui se battent. Et ceux qui se battent, bah, ils peuvent aller plus loin. Et ceux qui se fichent, bah, ils vont mourir. Et ceux qui fuient, bah, ils font de l'athlétisme. Et bah, ouais, c'est ça le restil. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Bon. C'est quoi le mot de la fin? Bah, C'est quoi le mot de la fin? c'est dangereux, non? C'est le Mac est dangereux. Ah ouais, le Mac est dangereux, putain. Il est dangereux. Il est dangereux. Faites-nous toutes vos caricatures du Mac. Voilà. Déjà, le Mac, quand il s'appelle le Mac, je te jure, tu sais, ça, tu sais, je le vois au coin de sa rue en train avec ses petites meufs, là. Tu sais. Le Mac. Avec ses prostitutes. Je sais. Oh mon Dieu, putain. Non, c'est fou. Bon, et le Mac est dangereux. Faites-nous vos plus belles caricatures du Mac est dangereux, s'il vous plaît, en commentaire pour ce mot de la fin. Et comme ça, parce que le dernier, ça a été compliqué. Hein. Ernie Aguinal, il était dur celui-là. on a même un auditeur, il a dit j'ai essayé avec ChatGPT, même lui, il a pas trouvé. Là, c'est un peu plus simple. Donc, à votre créativité, les amis. Et puis n'hésitez pas surtout à rebondir sur les points d'actu, à nous donner votre avis, parce que c'est important, parce que c'est voilà sur ce que vous pensez sur l'UFC à la Maison Blanche et autres, sur le retour de Conor, sur le retour de Dricus, de Elia, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et puis voilà, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.